Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Depuis la fin de la guerre froide, intervenue officiellement avec la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et la déflagration de l'Union des républiques soviétiques socialistes, URSS, en 1991, il y a eu une reconfiguration tant géopolitique que géostratégique des puissances mondiales. Cette situation, somme toute nouvelle et inédite depuis que les rivalités de la Deuxième Guerre mondiale ont vu le jour, et malgré le fait que face à l'Allemagne nazie de nouvelles oppositions ont jailli entre ceux qui, durant ce conflit, s'étaient coalisés contre le nazisme, des intérêts liés à la vision du monde ont provoqué des conflits dans des régions qui jusque-là faisaient partie des anciennes puissances coloniales. C'est le cas en Afrique où des conflits dont le caractère est moins idéologique qu'identitaire ont largement investi le champ sécuritaire continental. Ces conflits, bien que souvent d'origine interne aux États du continent, n'en ont pas moins une source externe, justifiée par des considérations géopolitiques et géostratégiques de la part des puissances internationales. Durant toute la période qui a été celle de la colonisation en Afrique, et par la suite, des années post-indépendance, les conflits touchant l'Afrique ont généralement été gérés par la communauté internationale de manière préférentielle au regard du lien que pouvaient entretenir des puissances par rapport aux préoccupations de leurs intérêts locaux. Cela explique tantôt la balkanisation sécuritaire en Afrique, tantôt le tempo donné aux interventions sur le continent. La couverture sécuritaire dont bénéficiaient alors ces États du fait de la guerre froide justifiait l'inclusion de leurs problèmes sécuritaires dans ceux des deux superpuissances de l'époque. La reconfiguration politique, géographique et géopolitique de ce que fut l'URSS a semblé procurer une autre responsabilité plus urgente pour les pays européens, dans l'euphorie du démantèlement de l'ancienne puissance soviétique, et pour démontrer leur solidarité de voisinage proche avec des pays dont ils ont longtemps souhaité le rattachement à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Cette reconfiguration du paysage politique international a laissé penser à certains que l'Afrique n'allait plus constituer une priorité pour les puissances occidentales, particulièrement. Ce qui n'était pas avéré, en réalité. C'est dans ce sens qu'il faut sans doute apprécier l'affirmation selon laquelle l'enjeu idéologique au cours de la guerre froide était en lui-même secondaire par rapport aux enjeux géostratégiques et aux visées de ses acteurs. Par conséquent, il n'est pas justifié, comme l'ont fait certains analystes au début des années 90, de confondre le désengagement idéologique occidental en Afrique avec son éventuel désengagement stratégique. Il faut néanmoins reconnaître qu'il y a eu comme un relâchement du lien entre les pays africains et leurs anciens maîtres coloniaux, engagés dans une relation de coopération sécuritaire et dans le développement. C'est dans cette période et dans les interstices d'une coopération distendue que d'autres puissances mondiales, particulièrement les émergentes, vont faire leur irruption stratégique sur le continent. Puisque dans le même temps, l'Afrique s'ouvre à une ère inédite de conflits dont la principale caractéristique est leur indigénéité, même la formule magique trouvée par la communauté internationale qui est celle du maintien de la paix ne sera plus efficiente. C'est la raison de l'apparente lassitude, de la solidarité internationale au profit d'un continent qui ne veut pas se responsabiliser, et de cette autre appréciation ci-dessus rappelée, bien qu'à tort, que l'Afrique ne présenterait plus d'intérêt géopolitique et géostratégique. Cette perception va ainsi se combiner avec une sorte de cafouillage dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, avec la débâcle essuyée par les militaires américains en Somalie, entre 1991 et 1993, tout comme l'embrouille des Nations Unies au Rwanda, entre 1990 et 1996. La communauté internationale, du moins, cette partie qui regroupe les grands donateurs pour les opérations de paix, avait donc semblé effectivement manifester de la lassitude, et a préféré coopérer avec l'Afrique sans plus engager ses soldats dans ce type d'opération. Lorsqu'on essaie de comprendre en réalité ce qui provoque des conflits en Afrique, alors que le monde se serait attendu, certes pas à une paix perpétuelle avec la fin de la guerre froide, il y a eu ici comme le réveil d'un volcan endormi, avec l'éruption de conflits internes dans les États africains. La tentative de compréhension des dits conflits ramène à les considérer sur deux leviers. D'une part, les conflits interétatiques qu'Alain Foguet-Tedom qualifie de juridiques, et d'autre part ceux internes,
qualifiés par le même auteur de conflits politiques. Ces conflits mobilisent la communauté internationale dans le cadre des Nations Unies, pour leur prévention, leur gestion ou leur règlement, le cas échéant. Pourtant, les Nations Unies ne sont pas juridiquement fondées pour mener de telles actions lorsqu'il s'agit de conflits internes aux États, sauf dans des cas bien déterminés de génocide ou de crimes contre l'humanité dûment qualifiés. D'une part, cette organisation est un rassemblement des États et non des populations. Ensuite, et au regard des dispositions de sa charte, l'article 33 du chapitre 6 s'applique dans la mesure où ce chapitre est relatif à la prévention des conflits interétatiques. Mais lorsqu'un conflit a dégénéré en conflit armé, et que la paix et la sécurité du monde sont menacées ou rompues, les Nations Unies sont juridiquement fondées à travers le Conseil de sécurité pour intervenir cette fois-ci, dans le cadre du chapitre 7 de la Charte, et afin d'engager toute action qu'ils jugent nécessaire. Il y aurait une appréciation particulière des dispositions de la Charte des Nations Unies par les États africains. Cela serait sans doute le fait que celle-ci est une émanation d'un monde en guerre dont l'Afrique n'était encore que des territoires colonisés, sans reconnaissance juridique internationale, puisque sans État. Ces pays africains n'ont dû qu'adhérer à la Charte près d'une dizaine ou une quinzaine d'années plus tard. La Charte est une convention internationale entre des États, et a pour environnement celui de ces États, dans une culture européenne et américaine. Ces cultures et environnements n'ont pas considéré la réalité des conflits internes, certainement parce que pour eux, les unifications et les regroupements forcés, pourtant souvent créés par des conflits internes, étaient achevés, et les organisations sociales terminées sous forme d'États. Dans ce sens, la réalité faisait déjà des États les seuls acteurs internationaux pouvant provoquer la guerre, mais disposant au sens interne des États, de la violence légitime. Cela signifie alors que l'État est arbitre des conflits internes, et représente les populations pour l'entrée en guerre contre d'autres acteurs étatiques. Pour les États africains, les deux réalités de conflits juridiques pris en compte dans la Charte des Nations Unies et celle des conflits internes, ou politiques, qui par contre n'y sont pas été considérées restent valables. On peut donc déjà suggérer que la Charte demande à être revisitée afin de mieux adapter ses dispositifs de prévention, de gestion et de règlement des conflits, et intégrer cette réalité par le Conseil de sécurité. Depuis l'adoption de cette charte, rien n'est venu modifier cette vision pour tenir compte des réalités des nouveaux États adhérents. C'est aussi de cette manière que la représentation de ces nouveaux États n'est pas prise en compte au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Par ailleurs, depuis l'accession des États africains à leur souveraineté juridique et leur admission comme États membres de l'Organisation des Nations Unies, ONU, pour la plupart en 1960, le continent africain n'a pas cessé d'héberger des opérations de maintien de la paix. C'est aussi sur ce continent que la plupart s'est expérimenté, au vu des situations de conflit nécessitant leur intervention. L'on pourrait dire que ce fut le théâtre d'expérimentation d'un mécanisme qui n'avait été prévu par les rédacteurs de la Charte des Nations Unies que comme un moyen, sans pourtant en fixer ses modalités légales, donc pouvant entraîner des obligations et des droits. En effet, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et compte tenu de ce que la première tentative de régulation de la société internationale avait échoué sous la responsabilité de la Société des Nations, SDN, résultante des conséquences de la Première Guerre mondiale, il a fallu créer une autre organisation devant porter la responsabilité première de la paix et de la sécurité mondiale. C'est ainsi que naît l'Organisation des Nations Unies, ONU, en 1946 à San Francisco, aux États-Unis. Elle est dotée d'une charte pour ce faire. Dans celle-ci, des dispositions sont prévues pour la prévention et le règlement des conflits, respectivement inscrites au chapitre 6 et 7. Cependant, la dimension de la gestion des conflits n'a pas été expressément prévue. C'est pourquoi, lorsque la nécessité de gérer les conflits s'impose, il naît alors une difficulté. Les Nations Unies vont donc créer un mécanisme intermédiaire entre la prévention des conflits du chapitre 6 et le règlement du chapitre 7. Ce mécanisme, qui devient une pratique, est considéré comme le maintien de la paix porté par des opérations principalement à composante militaire. Il y a lieu de rappeler que dans sa structure initiale, il existe un comité d'état-major censé aider à gérer les questions relatives à la paix et la sécurité.
Dans leur rivalité idéologique et de méfiance mutuelle, des États du Conseil de sécurité des Nations Unies ont provoqué son blocage. L'Organisation des Nations Unies reconnaît par ailleurs que les opérations de maintien de la paix de l'ONU sont nées à une époque où les rivalités de la guerre froide entraînaient souvent une paralysie du Conseil de sécurité. Ces opérations avaient pour objectif premier de maintenir les cessez-le-feu et de stabiliser les situations sur le terrain en assurant un appui crucial aux efforts politiques de règlement des conflits par des moyens pacifiques. Cette situation a fait dire à certains que finalement, le maintien de la paix constitue le chapitre 6,5 de la Charte des Nations Unies. En effet, bien que l'expression maintien de la paix ne se trouve pas dans la Charte des Nations Unies, Dag Hammarskjöld avait trouvé un moyen de la définir dans le cadre de la Charte, en disant que le maintien de la paix tombe sous le coup du chapitre 6,5 de la Charte, quelque part entre les méthodes traditionnelles de règlement pacifique des différends, chapitre 6, d'une part, et une action plus énergique, moins axée sur le consentement, chapitre 7, d'autre part. La trajectoire politique de l'Afrique connaît des périodes troubles allant des disputes dans la délimitation et la démarcation des frontières, aux guerres par procuration attisées ou provoquées par des rivalités idéologiques des puissances occidentales, ou même des conflits tirant leur cause dans des velléités sécessionnistes, elles aussi, souvent la conséquence des enjeux géostratégiques des puissances en Afrique et des problèmes de gouvernance non assumés par les gouvernants. Ce en quoi ils sont qualifiés de conflits politiques, dans ce dernier cas de figure. C'est la période de la guerre froide, au cours de laquelle, la prévention et le règlement des conflits se faisaient exclusivement entre ces puissances. Bien que plusieurs de ces conflits de concurrence se soient déroulés sur les terres africaines, les jeunes États du continent dépendaient encore très étroitement de la couverture des puissances dans leur prévention et leur règlement. Ces États, malgré la légalité de leur statut international nouvellement acquis, n'avaient pourtant pas la plénitude de la légitimité pour être parties à des décisions qui se prenaient en leur nom. Dans le cas du conflit au Congo dès 1960, malgré le fait que le jeune État ait eu recours aux Nations Unies pour régler la question qu'il présentait comme une agression extérieure de la Belgique, les Nations Unies, dans leur intervention avec un très grand déploiement, ne se sont pas limitées à mettre fin à l'agression, mais ont pris sur elles de remplir un vide sécuritaire intérieur, empiétant ainsi sur la souveraineté du Congo. La mission des Nations Unies au Congo a été une expérience chancelante, mêlant politique internationale au droit international et le droit interne du pays de déploiement. Lorsqu'intervient la fin de la guerre froide, la conflictualité qui caractérisait la période se mue en conflits internes ou conflits politiques et de moins en moins juridiques, même si cette dernière catégorie n'a pas définitivement disparu. C'est la période de la multiplication des conflits politiques en Afrique, que couvaient les réalités politiques et sécuritaires de la période de la guerre froide. Bien que la question du Congo avait déjà inauguré le déploiement des opérations de maintien de la paix en Afrique, c'est véritablement dès ce moment que, suivant le sillage des dits conflits, l'ONU sera de plus en plus présente sur ce terrain des opérations de paix en Afrique. Cela suppose aussi l'évolution dans leur conception et leur planification, ainsi que des leçons apprises pour les appliquer d'une opération à l'autre, selon les réalités de terrain. Dans ce contexte, les opérations de maintien de la paix deviennent alors le mode privilégié de prévention et de règlement des conflits en Afrique. Elles mêlent ainsi les techniques des mécanismes diplomatiques aux modalités militaires et y associent aussi l'action humanitaire. À première vue, l'action des Nations Unies pour la préservation de la paix et de la sécurité internationale est fondée sur des valeurs essentielles et nobles, pour éviter des souffrances inutiles à l'humanité, comme celles exposées au cours des deux guerres mondiales, en 1914 à 1918 et 1939 à 1945. C'est ce qui explique de vouloir éviter la résurgence de conflits par leur prévention, et en cas d'occurrence, de les régler en y mettant fin. Comme ces situations, lorsqu'elles se transforment en conflits armés, entraînent des souffrances humaines, il faut donc aussi penser aux conditions des personnes en leur apportant une assistance humanitaire. C'est tout cela qui fait l'environnement des opérations de paix. Dans le cas de l'Afrique, cet environnement s'est tellement développé et s'est innové de manière exponentielle, que des leçons peuvent aujourd'hui être tirées dans certains aspects particuliers. Parmi ceux sur lesquels le choix s'est porté dans cet ouvrage, il y a l'aspect politique,
en même temps que celui qui concerne la dimension humanitaire qui accompagne ces opérations de maintien de la paix. Il faut tout de même rappeler qu'aujourd'hui, plus de la moitié des 20 principaux fournisseurs de contingents aux opérations de maintien de la paix de l'ONU sont des pays africains, et les 5 plus grandes missions de maintien de la paix, sur les 14 que compte l'organisation, sont déployées en Afrique. En effet, si au fond, les intentions de venir en aide aux États dans des difficultés sécuritaires pour y faire face est le but premier de cette approche, l'observation amène à s'interroger sur des comportements des acteurs qui en ont la charge première, et dont les intentions profondes apparaissent au cours de l'exécution des dites opérations de maintien de la paix en Afrique. L'ONU se trouve quelque part interpellée quant au succès de ces missions et opérations de paix, tant sur le plan de leur opportunité, de leur succès, que sur le terrain de l'accomplissement de la paix et de la sécurité dans le monde. Malgré les efforts perceptibles de l'organisation, des lieux qui pourraient être considérés comme zones grises, donc floues, sont identifiables dans son action et poussent à parfois s'interroger sur les véritables buts des Nations Unies. L'on pourrait certainement, à raison, se demander si l'ONU n'est pas prise en otage par ses principales puissances, membres permanents du Conseil de sécurité. Ces dernières ont ainsi la possibilité de choisir d'intervenir dans un cas, comme ne rien initier dans une autre situation. Ici se pose fondamentalement la question des intérêts de ces puissances dans la prise de décision préalable au déploiement d'une mission de paix dans le monde, et en Afrique en particulier. C'est par conséquent, à la lecture des conflits récents dans lesquels les Nations Unies ont été impliquées en Afrique, que l'analyse repose, après un constat qui semble démontrer un déséquilibre dans cette action. La question qui se pose principalement dans cette réflexion est de savoir si, à la lecture des opérations de paix que déploient les Nations Unies dans le continent, il n'en ressort pas une évidence que ces opérations violant de manière habile, confortées par le droit international, le principe de la non-ingérence dans les affaires des autres États, pourtant inscrit dans la charte de l'Organisation mondiale. Pour tenter de répondre à cette interrogation, 3 directions d'analyse ont été choisies. Il s'agit de démontrer d'une part, qu'à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, les puissances mondiales choisissent de déployer ou non une opération de paix dans un pays, en se conformant certes aux dispositions de la charte, mais en les utilisant de la manière qui leur permette de contourner l'esprit de cette charte. De même, il sera démontré que parmi les mécanismes de cette intervention il y a l'action humanitaire qui précède généralement les déploiements onusiens, portés par des grandes agences humanitaires internationales de certaines nationalités puissantes, et qui appuient l'action des Nations Unies sur le terrain. Ces agences de l'action humanitaire ne sont pas exemptes d'une analyse critique dans leurs activités dans une Afrique en situation de conflit. Finalement, il sera démontré que toute cette activité des Nations Unies à travers les puissances permanentes trouve dans l'analyse une explication géostratégique. Ces axes de réflexion conduisent à faire une analyse en la subdivisant en 3 parties, à savoir: première partie, la légalité internationale comme justification des opérations de paix. Deuxième partie, l'action humanitaire comme un mécanisme de l'ingérence des puissances onusiennes. Troisième partie, des explications géostratégiques des opérations de paix en Afrique. Première partie, la légalité internationale comme justification des opérations de paix. Depuis l'époque de Grotius, l'on a entendu poser un certain type de droit des gens, qui était en fait un regroupement d'us et de coutumes devant régir les procédures guerrières, en un ensemble qui fut alors connu sous la dénomination du droit des gens. Étant entendu que la guerre, dès ces temps, était la seule prérogative des entités considérées comme étatiques, elle se situait dans les relations internationales de l'époque. Cette lointaine évocation d'une légalité internationale était censée s'opposer à tous, bien qu'il fût question des us et coutumes. Mais, ces derniers se référaient à des pratiques observées dans les relations entre ces États. Par conséquent, l'on pouvait alors valablement croire en l'existence d'une réglementation internationale pertinente, s'imposant à tous, à ceux qui l'ont conçue, comme pour ceux à qui elle était destinée. C'est en cela qu'on a parlé de légalité. Cependant, il a été constaté qu'au fil des temps et des régimes politiques, la réglementation en question était pratiquée de manière sélective par les puissants, surtout dans un ordre absolutiste par des monarques de tout genre et principalement ceux qui se réclamaient de droits divins.
Il a fallu des événements de grande contestation de cet ordre de choses en Europe et principalement en France, pour que cette aspiration au respect de la loi par tous et sans discrimination prenne un sens nouveau et plus consensuel. En effet, c'est la Révolution de 1789 qui a consacré le principe de l'égalité, non comme un instrument de quadrillage des citoyens mais comme contrainte pour le pouvoir. La soumission du pouvoir au principe de l'égalité s'inscrit en antithèse de sa conception absolutiste et discrétionnaire. Si cette approche du respect indiscriminé de la loi est alors essentielle en France, elle va peu à peu prendre corps dans les relations entre États. Ceci fait que chaque État étant susceptible de traiter de cette même manière la loi en interne, puisse accepter de s'engager dans des traités et autres instruments juridiques internationaux qui promeuvent la légalité au plan international. Une fois de plus, dans l'évolution politique des États occidentaux, c'est paradoxalement à la faveur des guerres mondiales que cette légalité internationale va plus prendre corps. Une préoccupation paraît avoir poussé à donner un contenu et un sens à la légalité internationale. Parce que les us et coutumes entendus alors comme du droit international faisaient office de droit international, ou de ce qui en tenait lieu, le problème de la sanction attachée à leur violation est apparu évident. Il fallait donc comprendre comment on pouvait avoir un droit international, sans sanction de sa violation. Dans ce sens, Monique et Roland Weil ont relevé que jusqu'au XXe siècle, il n'y avait pas de droit international digne de ce nom, en ce sens qu'il n'y avait aucun texte de référence à valeur universelle. Il y avait bien des constructions doctrinales, sous le label de droit des gens, qui consistaient surtout à inventorier les traités de paix et les pactes d'alliance pour en dégager des traits communs, des recettes au service d'abord des potentats puis des compagnies qui se partageaient le monde au prix de concessions de réciprocité. Les deux auteurs ci-dessus cités situent cette évolution dans un environnement de la guerre, dans le cadre de l'élaboration des lois de la guerre. Ils constatent par conséquent que l'avènement d'un véritable droit international universel n'apparaît qu'en 1945, à l'épreuve de l'universalité de la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, et va donner lieu à la mise en place de deux systèmes parallèles d'institutions, les unes politiques à partir de la Charte des Nations Unies et les autres économiques à partir des accords de Bretton Woods. Ces deux aspects intéressent la présente analyse, tant ce qui suivra dans l'exposé en dépend. À la suite de cette énonciation, il est possible de démontrer que les institutions de Bretton Woods ne sont qu'un accord entre des commerçants alors que la Charte des Nations Unies doit être considérée comme seule porteuse des valeurs de l'égalité, dans le système de la gouvernance mondiale. En effet, lorsqu'on se pose la question, peut-il y avoir et y a-t-il une légalité internationale, on peut s'accorder que dans les deux branches des institutions internationales entre Bretton Woods et la Charte des Nations Unies, seul le système politique issu de la Charte est universel, et que lui seul peut être considéré comme instituant pour la première fois une légalité internationale par les règles qu'il énonce, essentiellement la souveraineté des peuples, leur obligation de respect mutuel et de relations pacifiques et le principe des apostrophes, égalité des nations petites et grandes, ainsi que les conditions et limites de l'interventionnisme de police internationale au service de la paix. Ce qu'il faut enfin réaliser, c'est que la légalité n'est pas un absolu car les lois peuvent être autant violées par ceux pour qui elles s'adressent que par ceux qui les font. C'est dans ce sens que cette partie va s'intéresser à analyser et comprendre comme dans les relations qu'entretient le continent africain avec le reste du monde, il y a le principe du respect des règles par tous les membres de l'Organisation des Nations Unies, mais que tous ne sont pas égaux à ce niveau. Malgré les apparences, certaines des plus grandes violations du droit international sont le fait des grandes puissances mondiales censées le protéger et s'assurer de sa bonne mise en œuvre. Ceci est certainement le fait de la prise en compte de la réalité selon laquelle la caractéristique de la légalité internationale est qu'elle est essentiellement déclarative, et c'est sans aucun doute sa faiblesse. Mais ce n'est qu'une faiblesse apparente, si l'on veut bien admettre que cette valeur déclarative est la seule force véritable de toute légalité. En effet, en droit interne national, les textes juridiques d'organisation de la société peuvent être contraires à la légalité fondamentale, celle des principes constitutionnels, qui est par essence faite de déclarations de principes. C'est pourquoi,
En analysant l'attitude des puissances onusiennes lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de cette légalité internationale concernant les opérations de paix en Afrique, l'on perçoit souvent comme des contournements à ce principe de légalité. Aussi, pour analyser la légalité internationale comme justification des opérations de paix dans le monde et particulièrement en Afrique, l'analyse sera conduite en prenant en compte l'ordonnancement suivant. Chapitre 1. Les dispositions basiques et essentielles tirées de la Charte des Nations Unies. Chapitre 2. La prise d'initiative diplomatique pour les conflits en Afrique. Chapitre 3. La position privilégiée des membres du Conseil de sécurité. Chapitre 4. Entre application de la légalité internationale et la prise en compte des objectifs subjectifs. Chapitre 1. Les dispositions basiques et essentielles, tirées de la Charte des Nations Unies. Comme il a été entendu supra, c'est la Charte des Nations Unies qui est fondatrice de la légalité internationale. Dans la mesure où l'on rencontre pour la première fois au monde l'énonciation des règles sur la souveraineté des peuples, leur obligation de respect mutuel et de relations pacifiques et le principe d'égalité des nations petites et grandes, ainsi que les conditions et limites de l'interventionnisme de police internationale au service de la paix, c'est sur cette base que le monde a renouvelé son fonctionnement dans le cadre des relations internationales au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Dans le cadre de l'exécution des opérations de paix en Afrique, il faut retenir qu'elles se présentent sous le couvert des Nations Unies. Il faut tout de même rappeler que ces opérations ne sont qu'une pratique non précisée dans la Charte des Nations Unies, bien que la notion soit inscrite à l'entame de la charte de l'organisation. Il y est effectivement mentionné le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Les modalités d'exécution de cette approche ne sont pas précisées, et par conséquent, le maintien de la paix est une pratique qui est par ailleurs sans cesse remise en cause et adaptée aux circonstances. Néanmoins, les opérations de maintien de la paix s'exécutent sous le mandat des Nations Unies, qui les rattache à la charte censée leur donner, à vrai dire, non pas une légalité, mais plutôt une certaine légitimité. Légitimité et non pas légalité car elles ne peuvent pas se déployer dans un État qui n'en veut pas. Les cas du Congo ex-Zaïre et même du Burundi peuvent l'attester. Cela veut dire que ni les Nations Unies ni l'État de déploiement ne sont obligés par une opération de paix. Bien que les deux notions soient liées, elles justifient ou expliquent chacune des réalités différentes. En effet, reprenant R.J. Dupuis, L. Balmont écrit « La légitimité est faite d'une philosophie politique dominante sur le fondement de laquelle la légalité est établie. » Pour cet auteur en effet, traitant de la pratique récente de l'emploi de la force par la France, il affirme que la légalité de l'emploi de la force en droit international est commandée par le principe de l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies et les exceptions qu'il admet. Les États utilisent toutefois de plus en plus souvent l'argument de la légitimité pour justifier leurs interventions militaires. Cela apparaît notamment si l'on considère le cas de la France, qu'elle intervienne sur autorisation du Conseil de sécurité ou avec le consentement d'un État. Comme on le sait, le maintien de la paix a été organisé sous la responsabilité du secrétaire général des Nations Unies dont il a des compétences implicites et non juridiques. Pour lui donner une légitimité qui se confondrait aussi avec une activité légale. Pourtant, elle n'a rien de légal pouvant tirer cette caractéristique de la Charte des Nations Unies. De manière symbolique mais tout aussi pragmatique, M. Dagacha MMARSKJOLD a considéré cette pratique comme étant le chapitre 6,5 de la Charte des Nations Unies, donc quelque part entre les méthodes traditionnelles de règlement pacifique des différents chapitres 6, d'une part, et une action plus énergique, moins axée sur le consentement, chapitre 7, d'autre part. C'est dans cet entendement ambigu, bien qu'accepté par la majorité, que se déploient en Afrique des opérations de maintien de la paix sous la bannière des Nations Unies. Pour mieux comprendre ces activités, il faut les aborder à la lecture du socle de la législation onusienne, section I, et sous le prisme des dispositions de la Charte des Nations Unies justifiant les opérations de maintien de la paix, section 2, puisqu'on peut se demander si le maintien de la paix est d'ordre légal ou alors d'. Un ordre purement administratif,
comme la circulaire du secrétaire général des Nations Unies sur le respect des aspects du droit humanitaire par les contingents des Nations Unies en opération de paix. Section 1. Le socle de la législation onusienne. En remontant plus loin dans le temps, la préoccupation pour le sort des blessés et les morts de guerre était comprise, mais sans déjà être véritablement codifiée. La législation des Nations Unies est en réalité issue des différentes réflexions, tendant à rendre éventuellement la guerre inexistante en milieu humain. C'est pourquoi, Ronnie Broman, interrogé sur cette liaison entre guerre et secours humanitaire, affirme d'abord, lorsque la question de savoir comment l'idée d'une aide sur le théâtre des conflits est-elle née, que l'idée du secours aux blessés et de la prise en charge des morts sur le champ de bataille est presque aussi ancienne que les conflits eux-mêmes. Les hommes qui se battent le font au nom des États. Quand ils ne peuvent plus combattre, devenant neutres, ils doivent être soustraits à la logique de la confrontation. Cette notion de neutralité des victimes, puis par extension de neutralité des secours, est au fondement de l'action humanitaire dans la guerre. Ensuite, il affirme que ce secours commence à être pensé philosophiquement au XVIIIe siècle, avec Jean-Jacques Rousseau et Aimère de Vattel, qui posent comme principe que la guerre est une affaire d'État, que les hommes qui se battent le font au nom des États. Dès le XIXe siècle, les politiciens et les diplomates, tirant les conséquences des expériences guerrières du passé, ont eu l'intention et l'ambition de réglementer la guerre et, à défaut de la rendre impossible, de tendre vers son humanisation. Les relations internationales étant dès la période westphalienne, l'attribut exclusif des nations ou États qui sont seuls en capacité de mener la guerre, plusieurs théories et analyses ont été dédiées à ce phénomène. Il faut certainement rappeler qu'avant les périodes considérées par Broman, les récits bibliques rentrent très loin dans l'ancienneté de cette préoccupation. En effet, dans le livre des Maccabées qui raconte le ramassage des morts au combat et des offrandes en demande de la prière pour le repos de leur âme, cette préoccupation était née. Lorsqu'on prend en compte plusieurs analyses et études qui ont été dédiées aux phénomènes guerriers dans le monde, l'on s'aperçoit que la guerre est au centre de ces activités intellectuelles. En effet, la guerre crée des situations de victimisation des civils surtout, mais aussi de ceux qui combattent. Ensuite, c'est pour amoindrir ces conséquences, éviter la guerre elle-même, que des organisations internationales ont pris le parti de légiférer sur cet aspect des activités humaines. Parmi ces organisations, il y a au premier chef l'Organisation des Nations Unies, ONU. Cette dernière est donc partie des conséquences de la guerre pour son œuvre de législation, Mais cette œuvre, bien que réelle, souffre tout de même de lacunes dans sa mise en œuvre, et pour la renforcer, il y a l'intervention des peuples au nom desquels la légalité recherchée par l'ONU peut mieux s'implémenter. Les conséquences de la guerre. Historiquement, la guerre a toujours produit des victimes. Celles-ci furent le plus souvent ou parfois de manière exclusive, des combattants des armées en opposition. Dans des temps plus proches, c'est un civil qui a été à l'origine de la véritable prise en compte des horreurs de la guerre sur les militaires dans le théâtre des combats. Il faut en effet se rappeler que c'est une personne de nationalité suisse, Henri Dunant, qui, ayant séjourné sur un tel théâtre, a su rapporter ces horreurs et créer une mobilisation pour apporter du secours aux soldats blessés sur les champs de bataille, sans discrimination, de manière neutre et indépendante. Ainsi est né le Comité des secoureurs volontaires qui deviendra plus tard le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. C'est à partir de là qu'on peut véritablement situer l'origine de la législation onusienne, qui se traduira plus tard dans des conventions internationales, constituant déjà le socle de la législation onusienne dont la légalité sera recherchée dans l'application par les États membres des Nations Unies. Les aspects humanitaires. La législation internationale tient à plusieurs sources qui peuvent être des us et des coutumes communément appliquées par les États dans leurs relations. Il s'agit alors des sources coutumières. Il peut aussi s'agir des sources écrites qui sont le plus souvent en aval des comportements des individus ou des États, et codifiées. C'est en cela que l'évolution du droit est tributaire de celle des sociétés. Dans le cas de la législation internationale relative à ce qui sera par la suite la pratique des opérations de paix des Nations Unies,
L'on retrouvera ces deux situations des us et coutumes et d'une législation codifiée sous la forme d'un droit positif contenu dans des textes négociés et ratifiés selon les usages internationaux. Il faut donc, afin de mieux mener l'analyse, considérer un certain historique portant sur une idée de l'empathie pour des personnes en souffrance sur des champs de bataille. D'une part, mais aussi de voir le rôle très particulier joué par le Comité international de la Croix-Rouge internationale, d'autre part. 1. L'historique de la législation internationale. En vérité, l'on pourrait avancer que c'est la morale et la charité qui ont poussé des hommes à s'intéresser à la condition inhumaine du vécu des soldats abandonnés à eux-mêmes sur les champs de bataille. Les États qui utilisaient ces soldats les rangeaient dans l'ordre des bilans, dans la rubrique des pertes et profits. On faisait la guerre, on y mourait ou on y survivait suivant la providence et le reste n'était pas pris en considération. Ce qui est important à comprendre est que ce ne sont pas les militaires qui ont pensé la guerre de manière compréhensible, mais plutôt des penseurs civils, des philosophes, alors que le phénomène guerrier est aussi vieux que la création du monde. Ceux qui lisent la Bible en verront la toute première illustration dans le récit du combat entre les deux fils d'Adam et d'Ève, Abel et Caïn. Le premier fut tué par son frère par jalousie sur une question d'offrande à Dieu. Cette ancienneté dans la prise en compte des secours aux victimes des guerres n'a connu d'analyse que 18 siècles après Jésus-Christ. Or, l'idée qui sous-tend l'activité de maintien de la paix et de la sécurité internationale est justement d'éviter en amont qu'on en arrive là, et en aval de diminuer ou de minimiser ces souffrances et ces situations. Le préambule de la Charte des Nations Unies commence ainsi qu'il suit : nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui 2 fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Cette question fondamentale des souffrances humaines qu'il faut, à défaut de prévenir, gérer, est au centre des opérations de maintien de la paix. Qui veut en effet éviter ces souffrances, se doit de les prévenir et même d'en préserver les générations futures. C'est la mission fondamentale des Nations Unies dans la préservation d'un ordre mondial apaisé. Cette mission sera plus tard balisée par toute une réglementation internationale. 2. Le rôle particulier du Comité international de la Croix-Rouge, CICR. L'on ne saurait analyser les aspects coutumiers et même juridiques de la prise en compte de l'action humanitaire née des champs de bataille, sans en référer à l'histoire du développement de la Croix-Rouge internationale. Elle fonctionne sur la base d'une mission qui est organisation impartiale, neutre et indépendante. Le Comité international de la Croix-Rouge a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence, et de leur porter assistance. Le CICR s'efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit, et des principes humanitaires universels. Il faut se rappeler que c'est un citoyen suisse, Henri Dunant, qui est à l'origine de ce mouvement qui, parti de son expérience d'un champ de bataille dans une campagne italienne, ramassera ses impressions dans un livre devenu célèbre dans l'histoire de l'humanitaire international. En effet, l'histoire retient que lors d'un voyage d'affaires, Henri Dunant se rend en juin 1859 à proximité de la ville italienne de Solferino et se trouve alors le témoin des résultats d'une bataille entre les troupes piémontaises et françaises d'un côté et autrichiennes de l'autre. Il traverse le champ de bataille à l'issue des combats, et se trouve profondément choqué par ce qu'il voit. Les blessés gisant au milieu des cadavres sans que personne ne puisse leur porter secours. Il rapporte alors son expérience dans un ouvrage qu'il intitule Un souvenir de Solferino. À l'issue de son récit, il demande la création de sociétés de secours dans chaque pays qui, lors des conflits armés, pourraient venir en aide aux victimes des combats et ceci en 2 phrases. N'y aurait-il pas moyen, pendant une époque de paix et de tranquillité, de constituer des sociétés de secours dont le but serait de faire donner des soins aux blessés, en temps de guerre par des volontaires zélés, dévoués et bien qualifiés pour une pareille œuvre ? Par exemple l'élaboration d'un texte de droit visant à protéger les blessés de tous les camps, et la protection de ceux chargés de les soigner. Dans des occasions extraordinaires, comme celles qui réunissent par exemple à Cologne ou à Châlons, des princes de l'art militaire appartenant à des nationalités différentes,
ne serait-il pas à souhaiter qu'il profite de cette espèce de congrès pour formuler quelques principes internationaux, conventionnels et sacrés, lequel une fois agréé et ratifié servirait de base à des sociétés de secours pour les blessés dans les divers pays de l'Europe? Un souvenir de Solferino est rédigé, sera publié en 1862. À partir de cette date, et des années qui suivront immédiatement, 1863 et 1864, le développement de l'idée charitable contenue dans ce livre va connaître des avancées organisationnelles et planter le décor d'une législation internationale dans le domaine de l'humanitaire, mais qui devra aussi permettre, convention après convention, d'entrer dans une réalité juridique internationale. De fait, les propositions de la Croix-Rouge internationale seront reprises comme conventions internationales obligeant les États signataires et même ceux ne les ayant pas ratifiées. Ainsi donc, à la suite d'un souvenir de Solferino, le Comité international de secours aux militaires blessés est fondé dès 1863, et en 1876 il devient le Comité international de la Croix-Rouge. En 1864, la première convention de Genève se réfère également largement aux propositions de Dunant formulées dans l'ouvrage. Dès ce moment, l'œuvre prolifique de contribution de la Croix-Rouge à l'élaboration du droit international ne va plus cesser. B. Les conventions internationales. Si l'on insiste sur la légalité internationale, c'est parce qu'il existe un droit international. Comme il a déjà été rappelé, la législation internationale est fille des conflits. Les guerres, même des époques déjà éloignées que sont l'Antiquité et le Moyen Âge, avaient connu des réglementations, certes pas évoluées comme celles qui existent aujourd'hui. C'est entre autres du fait que la constitution d'un ordre mondial tel qu'il existe actuellement n'existait pas encore. Et même, cet ordre mondial actuel est le résultat des analyses des causes des conflits qui ont provoqué tant de malheur à une humanité désarmée et impuissante. Si la communauté internationale a, tirant les conséquences des guerres, décidé d'en réduire les opportunités d'occurrence en réorganisant l'ordre international, elle a créé l'Organisation des Nations Unies, après une première tentative avortée que fut la Société des Nations, SDN. En effet, dans le cadre des accords de paix signant la fin de la guerre de 1914 à 1918, les pays alliés se sont réunis derrière le président américain Wilson qui a édicté dans un discours intitulé 14 points, la mise en place d'une institution internationale rassemblant les nations. C'est ainsi que le traité de Versailles intégra le 28 juin 1919 le pacte de la SDN, qui détaille les 26 articles fondateurs de cette association d'États. Pourtant, c'est en début de l'année suivante, en 1920 que ce texte de la SDN devait entrer en vigueur, malgré que l'Allemagne décide de ne pas ratifier le traité. 6 jours plus tard a lieu le premier conseil de la SDN. L'un des principes majeurs de la SDN était le respect et surtout, l'application du droit international, donc du respect de la légalité internationale. Afin de parvenir à ces buts, il a fallu donc élaborer une législation internationale à travers des conventions internationales, sans oublier qu'il fallait continuer de pratiquer les coutumes internationales. Dans cet ensemble, il faut considérer de manière non exhaustive mais suffisamment significative le droit international à travers ses sources non écrites, 1 et celles écrites, 2. 1. Les conventions internationales des sources non écrites. Ces conventions peuvent être retenues comme procédant des règles d'un droit qui n'est pas dit positif. En effet, point n'est plus besoin de rappeler l'origine du droit international, au regard de la réalité guerrière depuis des temps fort anciens déjà. Il faut en rechercher la construction et l'application dans un droit international humanitaire lui aussi ancien, mais qui indique fort bien ses origines à travers le droit international coutumier. Traitant des sources du droit international humanitaire contemporain, Marco Sassoli et Antoine Abouvier se réfèrent aux 3 sources du droit coutumier. Pour eux, les juristes fidèles à la théorie traditionnelle du droit coutumier, qui le considèrent comme découlant du comportement réel des États et du sentiment, ou de la volonté, ce qui est à toute fin pratique la même chose, de ces États d'agir en conformité avec une norme présumée, font face à des difficultés particulières dans le domaine du droit international humanitaire. Le droit des conflits armés, DCA, et le droit international humanitaire, DIH, qui se confondent par ailleurs,
sont à la base de la construction de l'encadrement des opérations militaires depuis fort longtemps. Source non écrite, il s'agit en fait de traiter des comportements réels des États. On se situe là dans un domaine des intentions, mais il faut prévenir des intentions que la morale et l'esprit humain jugent inadéquates dans la conduite de ces opérations militaires. Ces auteurs, pour en montrer l'importance, affirment ensuite que bien que le DIH soit une branche amplement codifiée dans des conventions multilatérales largement acceptées, les règles coutumières restent importantes pour protéger les victimes dans des cas non couverts par les traités, lorsque les parties au conflit ne sont pas parties au traité, lorsque les réserves ont été faites contre les règles du traité. Ensuite, vu l'importance de la culture anglo-saxonne dans les relations internationales contemporaines, les tribunaux pénaux internationaux préfèrent, à juste titre ou pas, appliquer des règles coutumières, et parce que dans les systèmes juridiques de tradition anglaise, seules les règles coutumières sont directement applicables en droit interne. Cette importance du droit international coutumier, appliqué à la guerre et par conséquent à ses aspects humanitaires, est aussi relevée par Jean-Marie Henckkaerts et Louise Doswaldbek à travers la préface de leur ouvrage par Jacob Kelllenbreger, qui affirmait que le droit de la guerre est né de la confrontation entre forces armées sur le champ de bataille. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, il s'agissait exclusivement de règles coutumières, que l'on respectait car elles existaient depuis des temps immémoriaux et parce qu'elles répondaient à une exigence de civilisation. Toutes les civilisations ont formulé des règles visant à limiter la violence, même cette forme institutionnalisée de la violence que l'on nomme la guerre, puisque la limitation de la violence est l'essence même de la civilisation. Outre cette appréciation du rôle de la coutume dans le champ conflictuel, un autre préfacier du même ouvrage, Abdul Jekkaoroma, juge à la Cour internationale de justice, CIJ, relève pour confirmer l'importance de la coutume internationale comme source de droit que le droit conventionnel couvre une gamme étendue d'aspects de la conduite de la guerre. Cependant, le droit des traités, de par sa nature, ne peut fournir un tableau exhaustif de l'état du droit. Les traités lient les États qui y ont adhéré. Si le droit coutumier n'existait pas, les États non partis seraient libres d'agir comme bon leur semble. Par la suite, il indique que, comme elles sont écrites, les règles des traités sont précisément définies et doivent être claires quant aux principes de comportement qu'elles exigent, mais comme un traité est le résultat d'un accord entre les parties, l'utilité des prescriptions contenues dans la règle d'un traité est limitée par le degré d'accord véritable auquel sont parvenues les parties. Les règles écrites ne peuvent être vagues ou ouvertes à des interprétations divergentes. Par contre et tout d'abord, le droit international coutumier, s'il a la réputation d'être imprécis, peut se révéler non moins utile que le droit des traités, il peut même présenter certains avantages sur lui. Ainsi, il est largement reconnu que le droit international coutumier général lie les États qui n'ont pas régulièrement et ouvertement fait valoir leur désaccord par rapport à une règle alors que celle-ci était en cours de formation. Ensuite, l'un des facteurs de succès les plus importants pour un régime de traité n'est autre que le degré de volonté politique d'atteindre les objectifs de ce traité, ce qui est aussi important, sinon plus que la nécessité des règles écrites. Il faut donc retenir que la production des règles de droit international qui devraient s'appliquer pour régir l'ordre mondial fait appel à la coutume internationale comme source importante. Si l'on considère largement cet aspect, c'est parce que sa méconnaissance peut conduire à des pratiques inadéquates lors de la conduite des opérations militaires, mais encore plus, sa maîtrise par des tribunaux peut permettre une meilleure application des sanctions. Son importance n'est donc pas négligeable, lorsqu'il sera question de se poser la question de qui doit respecter cette coutume internationale dans le cadre de la légalité internationale. 2. Les conventions internationales des sources écrites. En dehors des conventions ci-dessus relevées, le droit des conflits armés, DCA, ou le droit international humanitaire, DIH, est fondé sur des sources écrites qui lui donnent le caractère de normes de droit positif. Ces sources sont contenues dans des traités internationaux. Puisque les conventions internationales en question sont faites pour réguler la conduite des hostilités, elles interviennent très souvent à l'issue des guerres, lorsque des leçons sur leur conduite et leur déroulement sont prises en compte. Elles semblent par conséquent intervenir tardivement, mais permettent de gérer les conflits futurs. Il faut cependant rappeler avec Jean-Marie Henckkaerts et Louise Doswaldbek
historiquement, les règles de droit international humanitaire, DIH, particulièrement celles visant le traitement et l'échange de prisonniers et de blessés, ont depuis longtemps été établies dans des traités bilatéraux. La codification systématique et le développement progressif de cette branche dans des traités généraux multilatéraux a démarré également assez tôt, en comparaison avec d'autres branches du droit international au milieu du XIXe siècle. Ce travail de codification a dû tenir compte de l'évolution et de la complexification des conflits. Ainsi donc, le plus souvent, une nouvelle série de traités était ajoutée aux précédentes pour les compléter avec plus de détails au lendemain des guerres importantes pour tenir compte de nouveaux développements techniques ou militaires, mais aussi de nouveaux problèmes humanitaires qui étaient apparus. La codification, c'est la raison pour laquelle des aspects guerriers au plan international et particulièrement de plus en plus multilatéral, s'imposent aujourd'hui à plus d'acteurs étatiques et parfois à des acteurs non étatiques. La guerre étant un phénomène universel, la multiplication des acteurs impliqués dans ces conflits étant le champ d'application de ces aspects codifiés. Le DIH est ainsi devenu l'une des branches du droit international qui est la plus codifiée, puisqu'ayant vu ces aspects régulièrement complétés par des protocoles additionnels. La codification du DIH a l'avantage de placer idéalement ces règles au-delà des doutes ou des controverses, noir et blanc, prêtes à être employées par le soldat sans qu'il ne doive faire au préalable de recherches universitaires sur la pratique. Il faut cependant relever que la limite principale de cette codification du DIH, c'est qu'elle ne parvient pas à lier tous les États de manière automatique. Mais, la force de cette branche du droit est que la plupart des traités de DIH sont parmi les traités les plus universellement reconnus par les acteurs internationaux. Mais en plus, le DIH bénéficie d'une exception majeure dans son application par rapport aux règles générales des traités et selon le droit des traités, qui est que dès qu'un traité lie un État, même la violation substantielle de ses dispositions par un autre État, y compris par son ennemi dans un conflit armé international, ne permet pas l'extinction ou la suspension de l'application de ce traité comme conséquence de sa violation. Le fait que le DIH soit listé parmi les aspects les plus vastes de la codification internationale montre à suffisance son importance dans la législation internationale portée par les Nations Unies, afin de remplir ses obligations de faire respecter la paix et la sécurité internationale, l'un de ses premiers buts. Les peuples. Dans le cadre de l'élaboration des instruments internationaux, l'on pense à un certain équilibre dans le monde entre les parties à ces instruments. Cet équilibre renvoie même de manière non fortement audible à l'intention d'une justice. Cette dernière elle-même fait penser au nom de qui elle est censée être rendue. En général, dans plusieurs systèmes juridiques, la justice est rendue au nom du peuple. La Charte des Nations Unies, dans toutes ses dimensions, est aussi rentrée dans la logique de légiférer au nom des peuples du monde. A. La justice internationale au nom des peuples du monde. En observant aujourd'hui la scène internationale, particulièrement après la fin de la guerre froide, l'on se rend à l'évidence que les États ne sont plus les seuls acteurs à considérer. Même si les acteurs non étatiques ne sont pas nés après la guerre froide, cette catégorie y a pris une envergure qu'on ne saurait plus ignorer, sous plusieurs vocables mais principalement sous celui de société civile. La société civile a du reste démontré dès la fin de la guerre froide beaucoup d'engagement citoyen au sein des États et de la communauté internationale. Elle se manifeste beaucoup dans la contribution non seulement pour un ordre mondial plus juste avec des revendications nées d'un mouvement altermondialiste, qui voudrait souligner qu'un autre monde est possible, mais contribue tout aussi largement à l'élaboration d'une législation internationale par ses propositions et ses forts lobbying et plaidoyers sur tous les aspects liés à la sécurité humaine. Cette offensive de la société civile internationale voudrait donc s'engager au nom des peuples et populations du monde. À titre d'exemple et récemment, la société civile internationale s'est beaucoup mobilisée pour faire introduire des éléments fondamentaux dans le projet de traité sur le commerce des armes, TCA, négocié au plan multilatéral à l'ONU. C'est donc ainsi que dès 2006 un vaste mouvement de la société civile au plan international a engagé un très important travail de lobbying auprès des Nations Unies
dans le sens de l'élaboration d'un instrument juridique international devant réglementer de manière obligatoire le commerce sur les armes. De fait, ces organisations coalisées ont préparé un projet à soumettre aux États à travers l'ONU, mouvement qui lançait le processus onusien devant conduire à l'adoption d'un traité en 2012, résolution votée par l'Assemblée générale en décembre sous le numéro 61 893. Après une phase consacrée à solliciter les vues des États, la résolution 63 2404 avait lancé fin 2008 un Open Group en charge de déterminer quels éléments seraient susceptibles de dégager un consensus. C'est à l'issue de ce travail que la résolution 64 486 avait lancé les négociations en vue de la préparation du traité. Ces multiples initiatives rentrent dans le cadre du mouvement de démocratisation et de la lutte pour exister de la société civile internationale en tant que citoyen du monde, mais plus encore, de participer aux décisions qui intéressent les populations. Dans cette aventure qui a abouti à l'adoption d'un traité sur le commerce des armes en avril 2013, les ONG européennes ont pris le leadership. Ce qui a fait dire à ses auteurs, sur l'influence déterminante des ONG européennes, que, derrière cet habillage par l'ONU, qui permet de présenter les États comme les acteurs du processus, il faut savoir distinguer la société civile qui en a été à la fois le cerveau et le moteur. Au sein de cette société civile, ce sont les ONG européennes militantes en faveur des droits de l'homme qui ont eu l'initiative et imposé leur dynamique. Ce faisant, il s'agit de contribuer à l'œuvre d'élaboration législative aux côtés de l'ONU, au nom des peuples. Il s'agit aussi de mettre la pression sur les leaders mondiaux en contribuant à ce que Monique et Roland Weil considèrent comme la clameur mondiale, qui est en fait l'intervention de l'opinion publique, l'exercice de la pleine citoyenneté. Selon ces auteurs, en effet, celle-ci peut prendre deux formes, celle qui vient d'abord à l'esprit, la clameur mondiale. Elle a montré sa force plus souvent qu'on ne le pense. On va célébrer en mars prochain les 500 millions de signatures sous l'appel de Stockholm, qui a empêché que les États-Unis utilisent la bombe atomique en Corée, et c'est plus récemment que 10 millions de manifestants dans le monde ont empêché que le Conseil de sécurité légalise l'agression contre l'Irak. Malgré cette clameur mondiale, il y a lieu de reconnaître que tout dépend tellement du niveau de cette force de l'opinion qu'elle n'a pas été capable à ce jour d'en imposer la sanction. Ensuite, dans cette citoyenneté, il y a une autre composante essentielle de cette légalité internationale encore au berceau, la prise en compte de cette réalité qu'il n'y a pas un peuple mondial mais une population mondiale composée de peuples différents vivant sur des territoires différents, avec des besoins et possibilités différents. C'est ainsi que la Charte des Nations Unies s'ouvre au monde en reconnaissant qu'elle veut régir la paix et la sécurité internationale, au nom des peuples. Elle affirme en effet dès l'ouverture du document au préambule que nous, peuple des Nations Unies, RESOLUS. Ceci fait donc des peuples non seulement les bénéficiaires de ces dispositions, mais avant tout déjà les responsables de l'élaboration de la charte. B. La légitimation des législations internationales. Les règles ayant été élaborées, il reste que ces dernières concernent le droit positif. Comme il vient d'être développé plus haut, les organisations de la société civile, OSC, les organisations non gouvernementales, ONG, et les peuples y ont contribué. Si la règle de droit doit s'imposer par elle-même, la mise en œuvre de la sanction est difficile d'exécution. C'est la raison pour laquelle, afin de renforcer cet aspect, les OSC, les ONG et les peuples sont présents pour légitimer ces règles de droit international. Ceci, souvent par des mouvements d'opinion à l'échelle mondiale. Revenant sur cet aspect très important puisque pratique et vérifié, Monique et Roland Weil affirment que la légalité internationale n'est pas alors placée sous la garde d'institutions miracles, qui n'en sont que les instruments de mise en application, mais sous la garde des peuples. Au terme même de la charte, ce sont les États qui sont membres de l'ONU et des institutions internationales qui en sont les satellites. Mais au terme du préambule, nous, peuples des Nations Unies, avons décidé d'unir nos efforts. En conséquence, nos gouvernements ont signé la présente charte, et des dispositions selon lesquelles le principe de libre disposition fait des peuples les maîtres de leurs affaires,
cela signifie que la réalité renvoie à l'idée très pertinente que les États sont constitués de populations et de peuples et que tout ce que font ces États, c'est au nom de ces peuples ou du peuple-monde qu'ils le font. Par conséquent, malgré la fiction de l'État, ce sont les peuples qui par l'ONU unissent leurs efforts, et leurs États, donc leurs gouvernements, ne sont que leurs instruments de représentation dans ce dispositif. Dès lors qu'ils sont investis de cette prérogative, les peuples en ont la responsabilité, et il incombe à chacun d'eux à l'égard de tous les autres peuples d'imposer à son gouvernement qu'il œuvre au sein de ces institutions pour le respect de la légalité internationale. Ainsi donc, puisque c'est au nom des peuples que la loi internationale a été élaborée et à leur profit, ces peuples sont alors fondés de surveiller ce qui a été fait en leur nom. Ils contribuent ainsi à l'œuvre de législation internationale. Il y a la loi, mais il y a aussi sa légitimation par ce biais. Section 2. La législation fondatrice des opérations de paix. Comme il a déjà été rappelé supra, la législation internationale et le droit qui y sont relatifs sont une conséquence directe des conflits. Dans la tentative de réguler cette activité humaine, outre les aspects coutumiers pris en compte à partir du droit international humanitaire, il existe toute une panoplie de règles adoptées au niveau international par les États. Le constat est que la production de cette réglementation internationale provient certes d'individus, mais beaucoup plus dans les temps modernes, des organisations d'États. Ensuite, il faut relever le rôle important porté par la volonté d'établir ou de construire un nouvel ordre mondial au sortir des plus grandes guerres mondiales. C'est ainsi que dès la fin de la Première Guerre mondiale, la Conférence de Paris qui a soldé cette guerre est parvenue à mettre sur pied une organisation des États qui avait été appelée la Société des Nations, SDN. Tirant les leçons de la tragédie de cette guerre, les Alliés vainqueurs du camp allemand souhaitent voir émerger une organisation internationale fédératrice et garante d'une paix durable. Parmi les principes fondateurs de la SDN, il y a celui de l'application du droit international ainsi que du respect de l'indépendance des États membres. Cette approche entend régir un nouvel ordre mondial, ayant pour but de ne plus avoir certains comportements favorisant des conflits de cette nature. Il est vrai que la SDN a connu des échecs dans sa volonté de mettre en œuvre la réglementation internationale. En effet, le pacte de la SDN avait été élaboré et adopté lors de la conférence de Paris qui avait pour but de solder les effets de la Première Guerre mondiale. Ce pacte est alors intégré dans le traité de Versailles, signé en juin 1919. Les espoirs mis dans cette institution, à Genève à partir de novembre 1920, sont cependant vite déçus. Les États-Unis font d'emblée défection, l'URSS est exclue jusqu'en 1934, l'Allemagne n'y adhère qu'entre 1926 et l'arrivée d'Hitler au pouvoir, 1933, et par-dessus tout la SDN s'avère incapable de mener une politique crédible de sanctions. Elle reste néanmoins le précédent, sinon le modèle, de l'Organisation des Nations Unies, fondée en 1945. Cette première expérience d'un ordre mondial tendant à mieux réguler les comportements des États dans leurs relations politiques et diplomatiques, afin de prévenir des situations potentiellement conflictogènes, a effectivement servi de base à ce que sera par la suite l'Organisation des Nations Unies, ONU. Dans son œuvre de régulation internationale, l'ONU inscrira dans son texte fondateur des dispositions législatives ou textuelles d'une part, mais en même temps complétera cette législation première par des mesures qui s'apparentent à des dispositions administratives d'autre part. Des dispositions textuelles. Parmi les dispositions dites textuelles, et qui intéressent particulièrement les opérations de paix, il y a lieu de les présenter sous leurs deux aspects caractéristiques concernant d'abord tout ce qui a trait à la prévention et à la gestion des conflits et inscrit au chapitre 6 et 7a. Ensuite, dans l'organisation de cette mission, l'ONU a compris que l'immensité de la tâche et les contours géographiques du monde exigent que les dispositions de la Charte des Nations Unies soient mises en œuvre par et dans des zones géographiques différentes du globe. Il s'agit là d'une sorte de décentralisation de la sécurité, b. A. Les chapitres 6 et 7 de la Charte des Nations Unies. La lecture de la Charte onusienne fait clairement apparaître et prévoit distinctement deux situations prises en compte à ce niveau. Il s'agit pour l'ONU d'organiser son travail de responsable en chef de la paix et de la sécurité mondiale,
dans la prévention des conflits. Cette intention est concrétisée par son inscription au chapitre 6 de la Charte L. En outre, si la situation évolue dans une direction dangereuse, l'ONU doit employer des moyens de coercition pour ramener la paix, tels que prévus par le chapitre 7 de sa Charte 2. 1. Le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Ce chapitre traite du règlement pacifique des différends. Concrètement, l'ONU entend prévenir l'éclosion des conflits entre les États. Des mesures sont donc préconisées à cet effet dans les articles 33 à 38 du texte. Cette approche de la recherche de l'exclusion et même de la mise hors jeu de la guerre s'appuie sur le préambule de la Charte, dans les voies et les moyens à encourager. En effet, pour parvenir à ces fins, les États sont encouragés à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, à unir leurs forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale, à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun. Dans cet esprit, il est conseillé aux États de tout mettre en œuvre afin que leurs incompréhensions, leurs contradictions n'évoluent pas vers un conflit armé. C'est dans ce sens que la Charte préconise que ces États utilisent des moyens qui procèdent avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. L'on se situe là au centre de la prévention des conflits, en ce sens que la batterie des moyens et les techniques conseillées à cet effet constituent le fondement de la diplomatie mondiale dans les relations internationales des États. Ceci pourrait se pratiquer par les États directement, mais aussi dans l'optique d'assumer ses responsabilités, par les Nations Unies. C'est ainsi qu'il est prévu que le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées. Cette mesure affirme et même, confirme le rôle de l'Organisation des Nations Unies dans ses responsabilités en matière de paix et de sécurité mondiale. Dans cet esprit de trouver des solutions pacifiques et éviter que des différends se règlent par la force des armes, l'ONU préconise aussi que des différends juridiques trouvent leur solution au niveau de la justice internationale. La Charte préconise par conséquent que, en faisant les recommandations prévues au présent article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de justice conformément aux dispositions du statut de la Cour. Parmi les instances des Nations Unies, il existe en effet la Cour internationale de justice dédiée au règlement des conflits juridiques, CIJ. Étant entendu que c'est la nature des différends en cause qui déclenche des mécanismes de prévention des conflits, ils sont définis par l'article 33 alinéa A de la Charte comme tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et ce n'est qu'en dernier ressort qu'un tel différend sera pris en compte par l'ONU. En effet, celle-ci prévoit que si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués au dit article, elles le soumettent au Conseil de sécurité. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale, il décide s'il doit agir en application de l'article 36 ou recommander tel terme de règlement qu'il juge approprié. Ceci donne la primauté de l'évitement des conflits armés aux États, acteurs principaux des relations internationales. Ceci démontre que les Nations Unies sont l'émanation des États, mais que lorsque ceux-ci pourraient estimer qu'ils n'ont pas de solution à leurs différends, ils peuvent se tourner vers la communauté internationale pour trouver de l'aide et prévenir ainsi un éventuel conflit armé. Il faut aussi le rappeler, dans les buts et principes de la Charte, l'idée est de maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réalisé par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix, préambule de la Charte des Nations Unies. En principe donc,
Les États sont les premiers acteurs de la paix et de la sécurité internationale, mais ils en délèguent la mise en œuvre à leur organisation multilatérale qui est l'ONU. Ceci est important à souligner car par la suite, il faudra comprendre si chaque acteur tient encore bien son rôle comme prévu par la Charte des Nations Unies. Ceci étant considéré, il faut voir ce qui se passe lorsqu'un différend n'a pas pu s'arrêter malgré le déploiement des mesures diplomatiques et politiques prévues par l'article 33 de la Charte des Nations Unies. 2. Le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. L'autre aspect considéré par les Nations Unies pour encadrer les relations entre États dans l'ordre mondial est la prise en compte de la situation où des différends n'ont pas pu être contenus dans leur dimension d'empêchement de l'escalade. Contrairement à l'hypothèse de la prévention du conflit par des voies pacifiques, il est question à ce niveau de réagir face à ces situations par des moyens plus appropriés et différents. Pour tenir compte de cette réalité, la Charte des Nations Unies a prévu certaines dispositions. La meilleure compréhension des conflits a amené les responsables mondiaux à en identifier des causes les plus récurrentes à cette époque. C'est pourquoi tout un chapitre 7 de la Charte porte sur une action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. Ces trois cas de figure sont au cœur de ce qu'est l'action de l'ONU dans ses actions avec usage de la force en faveur de la paix. C'est dans cet environnement que les Nations Unies sont à la manœuvre, en prenant la primauté sur les États en matière de règlement des différends. Il ne s'agit plus en principe d'intervenir pour étouffer l'occurrence d'un conflit, mais de devoir le régler au besoin par la force. Les initiatives viennent désormais de la communauté internationale, puisque l'objet de ce chapitre 7 est de prendre des mesures lorsqu'il y a une menace contre la paix, tout d'abord. Il est évident que l'idéal de paix est une quête continue pour les peuples du monde, surtout après avoir pendant de longues années vécu les horreurs de la guerre. C'est la raison pour laquelle lorsque cette paix est menacée, elle mobilise en sa faveur les peuples et les États du monde. Ceci justifie que leur commune organisation soit concernée au premier chef, mais c'est aussi ce qui explique l'arrimage au concept de sécurité collective dans ce cas. Il faut tout aussi préciser que le rôle de l'ONU est une délégation, elle n'agit pas de par son initiative propre. Elle doit avoir l'assentiment des États qui la forment. Cette délégation fait jouer un rôle important et particulier pour les États. En effet, dans des situations déterminées, le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. Dans cette situation, non seulement le Conseil de sécurité fait des recommandations, donc ne prend pas de décision, mais en même temps, peut décider des mesures devant être prises par la communauté internationale, même si les termes de l'article 41 de la Charte ne semblent prendre en compte ces décisions que dans des situations du non-emploi de la force, puisque le corpus des mesures préconisées ne peut se mettre en œuvre que par les États. Mais une interprétation extensive n'est pas à exclure et d'après les faits, semble même de plus en plus se confirmer. À partir de ces indications de la Charte, il y a déjà comme un glissement doux du statut de mandataire à celui de mandant pour le Conseil de sécurité. Cette réalité est porteuse non seulement de confusion, mais aussi d'une inégalité flagrante entre les membres des Nations Unies. En effet, entre recommander et décider, il y a une différence de statut. D'une part, celui qui fait des recommandations n'est pas assuré que celui à qui il les fait les exécutera forcément. D'autre part, le décideur en impose à celui à qui il destine sa décision. Or, le Conseil de sécurité n'est formé que de 15 membres dont 5 seulement ont le statut de membre permanent avec droit de veto, ce qui démontre l'inégalité des membres de l'ONU, malgré le principe qui veut qu'il y ait égalité des membres. Plus concrètement, le Conseil de sécurité agit comme un État souverain, du fait qu'il peut décider de l'emploi de la force en recourant à partir de ses décisions, à l'usage de la force que l'on pourrait aussi qualifier de légitime, au niveau mondial. Ainsi, au terme de l'article 42 de la Charte, si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres,
toute action qu'ils jugent nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations Unies. Ce qu'il faut comprendre dans ces responsabilités du Conseil de sécurité, c'est qu'elles ne font toujours pas l'unanimité, du moment où, même si la sécurité dont il a la responsabilité est une affaire collective, son usage peut être interprété comme lui donnant des pouvoirs exorbitants, dépassant le cadre des délégations normales qui font d'un mandataire un mandant. Pour marquer cette prépondérance du Conseil de sécurité par rapport aux États dans la prise de décision, il faut entre autres se référer à l'article 48 de la Charte. Ce dernier dispose en effet que les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale sont prises par tous les membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil. Ces décisions sont exécutées par les membres des Nations Unies directement, et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie. Ainsi donc, le Conseil de sécurité apprécie les mesures à prendre qui sont exécutées par tous les États membres. Ce qui lui confère un droit de censure sur elles et une compétence de direction des actions engagées au nom de l'ONU, donc au nom des peuples du monde. Une fois encore, la crainte est de voir l'action du Conseil de sécurité des Nations Unies aller au-delà des intentions et des buts de toute la communauté internationale. Enfin, la démonstration de cette prépondérance du Conseil de sécurité est assise sur un entendement particulier qui voudrait qu'aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Les mesures prises par des membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité, et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. Si la première partie de cet article reconnaît le droit naturel de légitime défense à chaque État, et les moyens qu'il peut prendre pour cette légitime défense, il y a un aspect qui risque d'échapper à l'État qui use de son droit de légitime défense. Toute cette architecture de prévention, de gestion et de règlement des conflits ne pouvant pas être efficace en restant centralisée, au niveau mondial, il a fallu prévoir une décentralisation des activités contenues dans les responsabilités des Nations Unies. B. Le chapitre 8 de la Charte des Nations Unies. L'espace monde est vaste. Mais, les conflits qui ont conduit à la réglementation internationale furent principalement européens. Néanmoins, les découvertes et particulièrement de nouveaux espaces territoriaux vierges de la compétition mondiale et de la recherche effrénée des richesses, ont conduit les États européens à devoir transposer leurs conflits d'influence hors de leur continent. L'un des lieux de prédilection de cette concurrence féroce fut le continent africain. Malgré le fait que les premières véritables réglementations au plan international n'aient concerné que les États européens existants à l'époque, le continent africain fut concerné en tant que territoire intégré à ces États. Il faut aussi le rappeler, c'est à ce titre que des contingents de soldats africains ont pris part au conflit en Europe. C'est à la faveur de la Première Guerre mondiale que le tout premier essai de prise en compte d'autres régions fut mené, certainement du fait que les conflits européens pouvaient s'y transposer. Ce n'est donc pas une nouveauté portée par la Charte des Nations Unies. En effet, la construction d'une organisation à vocation universelle avec comme mandat principal d'assurer la paix dans le monde, s'est faite à partir de la nécessité de concilier la sécurité internationale, universelle avec la sécurité au niveau régional. La recherche d'un équilibre entre dimension universelle et dimension régionale s'est posée dès la naissance de la première organisation destinée à garantir la paix entre les États, la Société des Nations. Vint la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec une nouvelle régulation internationale, basée sur la Charte des Nations Unies dès 1946. Dans cette dernière, la sécurité mondiale est décentralisée, avec une possibilité de la gérer dans des arrangements régionaux.
C'est ce qui fait la substance du chapitre 8 de ce texte fondateur. Ce chapitre se justifie parce que l'expérience d'avant la Première Guerre mondiale a démontré que l'une des causes des conflits était des accords séparés, parfois secrets. Leur mise en œuvre pouvait être la résultante de clauses porteuses des mots comme l'agression, des alliances couvertes par le secret, etc. C'est pourquoi, lors des travaux préparatoires sur la nouvelle organisation internationale en 1944, c'est-à-dire celle des Nations Unies, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.